On y va? Ouais. Faut juste faire un grand pas en avant. Oh, bonjour. Bienvenue au château de la Belle au Bois dormant. Il paraît tellement à sa place, comme une évidence, qu'on en oublierait presque les problèmes qu'il posa aux imagineurs. En effet, il dure se creuser la tête pour savoir quelle forme lui donner. À un moment, il fut même envisagé de recopier celui de Californie ou de Floride, comme pour le parc situé à Tokyo et plus tard celui de Hong Kong. Mais ils se rendirent vite compte qu'un château de type médiéval ou renaissance n'allait pas surprendre les guests dans un pays comme la France, placé au cœur de l'Europe, où, ne serait-ce qu'à quelques kilomètres, la vallée de la Loire, il y a une multitude de châteaux. À un moment, il fut même envisagé de construire un ensemble de tours rétro-futuristes qui auraient été du plus bel effet à Discoveryland. Il ne reste qu'un concept art de type Delaney. Surprenant, non? Après avoir visité plusieurs châteaux à travers toute la France, les imagineurs décidèrent de combiner plusieurs éléments de ces derniers, lui conférant une forme et des détails tout à fait uniques. Placé sur une colline, la forme ascensionnelle fait penser au Mont Saint-Michel. Les arbres, sur le côté, cette forme rectangulaire, renvoie au film de 1959, La Belle au Bois dormant, qui lui-même fut inspiré du jardinier Le Nôtre, qui travailla sur le château de Versailles entre autres. Le château nous donne l'impression qu'il sort tout droit de l'ouvrage Les Traits rugeurs du duc de Berry. Comme pour les châteaux des autres parcs du monde, celui-ci fait face au nord, ce qui fait que de Main Street ou de Central Plaza, vous pourrez toujours prendre une photo sans contre-jour. Les girouettes en cuivre au-dessus de l'entrée sont l'œuvre de deux artisans français invités sur le site lors de la construction. Après avoir regardé les toits et les dessins des architectes, ils créèrent sur place ces deux magnifiques pièces. Les toits de Fantasyland furent construits par une société se trouvant en Bourgogne. Hommage leur est rendu par les escargots, symbole de leur région, se trouvant sur les pointes recouvertes de feuilles d'or. D'autres symboles tels que la citrouille, pour un autre conte célèbre, la fleur de lys, symbole royal, ou bien une couronne. À vous de les trouver. Le choix des couleurs posa un autre problème aux imagineurs. En effet, contrairement au parc situé en Californie et en Floride, ce château se retrouve souvent avec un ciel gris. Pour bien le faire ressortir, les imagineurs s'arrêtèrent sur la couleur rose de Flora et le bleu de Pimprenel, deux des fées de la Belle au Bois dormant. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Les tours fabriquées en Italie furent posées le 2 août 1991. Il faisait beau, apparemment tout allait bien. Sauf que, lorsque la météo tourna, ils se rendirent compte que les couleurs ne correspondaient pas vraiment à ce qui était prévu. Elles étaient beaucoup trop sombres par rapport au ciel. Elles ne se démarquaient pas assez. Pour avoir une petite idée de la taille, la plus grande mesure 17 mètres et pèse 19 tonnes. Ron Esposito, l'imaginaire responsable des couleurs des façades et des rochers du parc, dut se placer dans une nacelle dans une grue à plus de 90 mètres de hauteur dans ce qui fut la grue la plus grande d'Europe à l'époque, pour repeindre entièrement le château. On raconte même que certains jours il faisait tellement froid que la peinture s'écaillait et tombait sur le sol comme du sable. La base est plus sombre, ce qui donne une forme élancée à l'ensemble.
Contrairement aux autres châteaux, celui-ci n'est pas qu'une entrée vers Fantasyland. Il possède une galerie intérieure et extérieure, 2 boutiques, une promenade à ses pieds avec cascade d'eau et une caverne abritant un dragon. La tanière du dragon. Ce dernier, mesurant 22 mètres pour 2 tonnes et demie, fut un temps le plus grand animatronique au monde. Sa forme fait penser à Maléfique lorsqu'elle se transforme en dragon. Le collier autour de son cou renvoie directement à la création de Ray Harryhausen, génie des effets spéciaux pour le film Le 7e voyage de Sinbad. Concernant ce dragon, beaucoup de rumeurs circulent. Maléfique, transformé en dragon et emprisonné sous le château de la Belle au bois dormant, peu probable. Le roi Arthur, qu'aurait un dragon comme animal de compagnie, peu probable. Ceux qui ont vu le film Merlin l'Enchanteur, qui disent le dragon ce serait Madame Mime, il faut bien revoir le film. Il n'a absolument aucun rapport avec Madame Mime. C'est juste un dragon, voilà. Le plafond est une référence aux ogives de la Sainte-Chapelle à Paris. Les blasons sont ceux de certains artistes qui ont travaillé sur Fantasyland. Les citations en latin font référence à leur rôle sur le projet. Pour Tony Baxter, on peut lire « Seigneur du royaume » et pour Tom Morris, « Seigneur du land ». À gauche du château, à l'entrée de Fantasyland, se trouve un blason orné de 3 lions. Il s'agit de la famille Disney. Parfois, les gens se perdent. Suivez les livres et les tapisseries en prenant l'escalier et, en haut, tournez à gauche. Ainsi, vous pourrez suivre l'histoire de la Belle au bois dormant dans sa chronologie. Ce qui est bien mieux pour suivre l'histoire.
Les 9 tapisseries ornant les murs de la galerie intérieure retracent l'histoire du classique de 1959. Elles furent créées à Aubusson, tels les chefs-d'œuvre que sont la Dame à la licorne que vous pouvez admirer au musée de Cluny à Paris. Histoire qui vous est également contée par les vitraux. Justement, en ce qui concerne les vitraux, on les doit à un maître anglais, Paul Chapman, qui restaura entre autres Notre-Dame de Paris et l'abbaye de Westminster à Londres. Octogénaire au moment des travaux, il sort de sa retraite tout content de travailler sur des œuvres moins sérieuses. Le vitrail central en forme de médaillon représente la beauté avec la rose et le champ avec les colombes. Ce sont des dons offerts à Aurore par les trois fées, Flora, Pâquerette et Pimprenelle. Le procédé optique permettant le changement se nomme le polage. Rappelez-vous la scène où les trois fées endorment le royaume. Voici deux gardes victimes de leur enchantement. Pour la petite histoire, les ronflements sont ceux de Tom Morris, le directeur artistique de Fantasyland, et de Don Lewis, le superviseur musical du parc. Mais attention, Diablo n'est pas loin. Au rez-de-chaussée, deux magasins vous accueillent. Le premier, Merlin l'Enchanteur, est dédié au célèbre magicien avec quelques-unes de ses œuvres. C'est un petit peu le bazar. Le magasin est dédié aux objets en verre. Les plus courageux peuvent également descendre voir le dragon. Il y a un accès direct. La deuxième boutique s'appelle tout simplement la boutique du château. Bien que dédiée à Noël, elle reprend aussi certains éléments du film La Belle au bois dormant, comme avec sur la cheminée les ornements reprenant la scène où Aurore danse avec Philippe.
En sortant à droite côté Fantasyland, la confiserie des Trois Fées s'inspire de la chaumière où Aurore passa ses jeunes années. Il est le seul château au monde à posséder des parties en pierre et non en stuc. Il fut également le premier château à servir de support pour le spectacle nocturne. Sans être chauvin, je crois qu'on peut dire que c'est un des plus beaux châteaux au monde. Non, pardon, c'est le plus beau château au monde. Il nous offre des œuvres d'art comme les tapisseries d'Aubusson, les vitraux. Il est devenu un symbole, pas que pour le parc, également pour la ville de Paris. Espérons que ce documentaire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Vous connaissez les gens qui regardent nos vidéos, ils ne sont pas abonnés. Dites-leur de s'abonner, c'est très important pour nous. Laissez un petit like, c'est aussi très important. Amis Disneyiens, à bientôt. Salut Rêveur.